chers co-créateurs, co-créatrices, bienvenue sur la télé de Lilou. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir recevoir Patrick Drouot. Bonjour Lilou, bonjour à tout le monde. Qu'est-ce qu'on t'adore. Écoute, les messages, les commentaires sous les interviews que j'ai fait de toi montrent tous à l'unanimité qu'on en veut plus, on veut t'entendre. Je suis un peu gêné, quoi. Ouais, t'adores, arrête. Il adore, il est là pour nous enseigner, nous transmettre. Heureusement que t'es pas resté aux États-Unis et que t'es vu en France, parce que sinon ces livres-là n'auraient pas pu voir le jour. Ah, c'est vrai. Dont les pouvoirs secrets des maîtres, des cristaux-maîtres. Des cristaux-maîtres. Nous en avons parlé la dernière fois. Je rappelle que tu es physicien, tu es diplômé de l'Université de Columbia à New York. Ouais, et tu t'es passionné pour ce sujet depuis très longtemps, dont les cristaux. Et que pour toi, les cristaux font partie quand même de ces thérapies de l'avenir. Donc tu nous expliques et tu ouvres les portes de ta pratique et tu nous expliques comment utiliser et qu'est-ce que c'est des cristaux-maîtres, comment les utiliser dans une forme de thérapie. Oh, tout d'abord, pourquoi le terme de cristaux-maîtres, hein? Vous savez que dans la tradition druidique, celtique, on parle de l'arbre-maître. Hein. Une clairière, par exemple, où se passent des cérémonies, eh bien, ça s'appelle un éméton. Mais à l'entrée d'une clairière consacrée, il va y avoir un arbre-maître. Hein. Ouais. Et donc, il y a longtemps, je me suis dit, mais s'il y a des arbres-maîtres, pourquoi n'y aura-t-il pas des cristaux-maîtres? Hein. Ouais. Et donc, en fait, l'idée a peu à peu germé dans mon esprit, ouais. De la classification des cristaux-maîtres. Et on va revenir vers la classification, mais d'abord, parle-nous, quelle est la relation entre notre énergie, justement, comment les cristaux interagissent avec notre structure énergétique, nos corps subtils? Quelle est la relation entre les cristaux et l'humain? Alors, je fais un détour ultra rapide par la thermodynamique. En 1780 a été créée ce qu'on appelle la cinématique des gaz, qui est l'ancêtre de la thermodynamique. En 1850 est née donc la thermodynamique avec un concept qui s'appelle l'entropie. L'entropie, c'est une mesure d'ordre ou de désordre d'un système quelconque. Et donc, quel est le matériau qui a le degré anthropique le plus faible de l'univers, c'est-à-dire qui est le plus ordonné de l'univers? Eh bien, c'est le minéral, c'est le cristal. Donc, quelque part, comme on fonctionne par transmission d'informations, je vais utiliser l'information ordonnée de la structure atomique d'un cristal. Donc ça, c'est un petit quartzmètre qu'on appelle un canal archiviste, parce qu'il a deux petits triangles de chaque côté avec une pente centrale. Eh bien, je vais transférer l'information d'ordre vers un système qui ne l'est pas nécessairement, c'est-à-dire quelqu'un qui est fatigué, malade, perturbé émotionnellement. On restructure quelqu'un à travers l'ordre fondamental du cristal. Voilà. Et donc, tu vas pouvoir restructurer, mais c'est quoi cette interaction entre le corps humain et le cristal? Comment ça se fait que nous sommes réceptifs en tant qu'humains à ça et que ça... Parce que tu as écrit La révolution de la médecine vibratoire, donc là on parle bien de guérison, pas de guérison, mais d'interaction vibratoire. Alors, on va faire une mini masterclass en même temps. Allez. Si tu veux, par exemple, si je prends ce cristal ou si je prends celui-ci, par exemple, il est déjà actif. Il émet, si tu veux, le vivant dans l'univers se cache sous des formes que nous ne pouvons pas imaginer. Mais le vivant émet une radiation, c'est l'énergie de la vie, comme un être humain, un animal, un arbre, un nuage, la terre-mer, etc., etc. Et donc, comment est-ce que je vais activer ce cristal? Alors là, c'est la mécanique quantique qui vient à notre secours. Donc, tu l'actives? C'est-à-dire que le cristal n'est pas activé à la base? Alors, si tu veux, le fait que je le tienne, il commence déjà à partir. Mais maintenant, je veux le monter un petit peu plus en régime. Alors maintenant, je fais un cours. En 1897 a été une année intéressante pour la physique, avec la découverte de l'électron à travers un Anglais qui s'appelait... je ne me rappelle plus maintenant, enfin peu importe. Et donc, si tu veux, les électrons ne se baladent pas
uniquement dans le fil électrique qui se trouve dans ta prise de courant. Il y a des électrons qui se baladent dans l'atmosphère. Et donc, il y a un appareil très très simple qui mesure en fait des électrons fugitifs, c'est la boussole. Mais lorsqu'un électron traverse un champ électromagnétique, il absorbe une partie de ce champ et il libère encore une partie de ce champ sous forme de photons, c'est-à-dire que l'électron génère de la lumière. Maintenant, regardez bien, si je mets ma main au-dessus du cristal et si je fais ça, ce mouvement va générer un micro-champ électromagnétique. Il y a des électrons fugitifs qui passent entre ma main et le cristal. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir une micro-émission photonique. Alors, bien sûr, on ne les voit pas parce qu'on a peut-être quelques dizaines. Et donc, les photons rentrent dans la structure atomique du cristal. Le cristal commence à vibrer, il est activé. Donc, c'est la mécanique quantique et puis comment activer un cristal, ladies and gentlemen. Voilà. Mais le pouvoir de l'intention, quand même, il joue. Enfin, je veux dire, le cristal va être réceptif à l'intention, aux pensées, à ce que tu vas vibrer. Complètement. Bon, pas seulement le mouvement. Alors, parlons encore un petit peu, si tu veux, de l'avancement des sciences cognitives. Notre cerveau a une activité électrique et donc qui est mesurable avec un électroencéphalographe, mais lorsque j'ai des pensées, eh bien, les pensées, c'est une activité électrique. Mais une activité électrique, c'est un champ électromagnétique. C'est-à-dire ce que je pense, c'est-à-dire l'intention que j'ai, eh bien, comme les ondes sonores, va aller tout doucement, si tu veux, dans l'atmosphère. C'est une onde par rapport à une particule. Une particule, c'est un point fixe. Une onde, ça se déplace dans l'atmosphère. Ça va, entre guillemets, heurter le cristal. Il va commencer à vibrer, il est activé. Tu vois. Donc, ils sont tous réceptifs au même niveau parce que je suppose qu'ils ont chacun aussi leur mission de vie. Alors, écoute, il y a au niveau atomique, il y a 7 familles. Alors, je dis toujours, on a le jeu des 7 familles. Donc, tu as par exemple, la structure cubique. Tu prends un cube et donc tu vas avoir, si tu veux, 8 arêtes, tu vois, du cube. Eh bien, il y a le quartz, par exemple. C'est un système hexagonal. Donc, les atomes vont être disposés en hexagone parfait, c'est-à-dire que la structure atomique du cristal, elle est parfaite. Et c'est la raison pour laquelle on va utiliser le cristal sous toutes ses formes. Maintenant, par exemple, je vais prendre ce petit rubis. Alors, il est tout petit. Donc ça, c'est une pierre précieuse, quand même. On n'est plus dans le semi-précieux. Ah non, c'est une pierre précieuse. Aussi, Exactement. Alors, en gémologie, il va y avoir 4 pierres précieuses. Le diamant, le rubis, l'émeraude. Exactement. Donc, il y en a 4. Et puis ensuite, bon, il y a la topaze, l'aigue-marine, pardon. On pourrait dire que c'est la 5e pierre précieuse, mais elle entre dans la classification des pierres semi-précieuses supérieures. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'elle est précieuse? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont précieuses versus les semi-précieuses? Sa rareté, premièrement, son coût, et puis sa valeur, clarté, tout simplement. Non, même pas. Sa clarté. Ben, par exemple, si tu veux, qu'est-ce qui va donner le bleu à cette pierre? Là encore, la mécanique quantique, elle arrive au secours et elle explique pourquoi. Il y a des impuretés atomiques à l'intérieur de ce minéral et donc les photons qui traversent cette structure sont déviés soit vers l'infrarouge, soit vers l'ultraviolet. Donc tu vas avoir des bleus, des rouges, des jaunes, des verts. J'en ai d'autres qui sont... ça c'est quelque chose de particulier, il faut que je vous montre. Est-ce que, tu sais, quand on dit « t'as la tête dure comme du bois », vous saviez qu'on a un caillou dans notre tête, Alors ce caillou, c'est la glande pinéale. Il y a à peu près 20 ans maintenant, le département de neurologie de l'université de Sao Paulo, Brésil, a démontré avec une expérience par diffraction, par rayon X, que notre glande pinéale, c'était un minéral vascularisé.
Et ce minéral, ils ont réussi à l'identifier, eh bien c'est une apatite, c'est une pierre de couleur bleue. Alors, je croyais que notre glande pinéale était comme une forme un peu d'un petit cône, d'une petite Oui, absolument, pine de pain, on va dire, absolument. pomme de pain. Elle a une forme. Alors, si tu veux, elle vibre dans une petite grotte à l'intérieur de la tête, tout petit, hein. qu'on appelle, voilà, le troisième ventricule cérébral, mais que dans la tradition védique, on appelle la caverne de Brahma. Et son rôle pour toi, donc, c'est son rôle? Ah bah écoute, hein, tu sais, c'est l'activation du troisième œil. Hein. C'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce terme-là? Alors, si tu veux, c'est la perception, c'est les phénomènes de voyance, c'est ce qu'on pourrait appeler en science des éclairs de surlucidité. Voilà. Ce qui semble être finalement nous permettre de peut-être d'accéder à une autre dimension de nous que pour l'instant on n'a pas tout à fait réalisé ou mis en place ou qu'on ne voit pas de manière congruente dans notre monde. Finalement, c'est peut-être l'élément déclencheur. Alors, on a fait des expériences, cœur, par bien exemple. sûr. Alors, ce que les Brésiliens ont fait, bon, vous savez qu'il y a des guérisseurs, il y a des voyants, il y a des médiums, tout à fait remarquables. Et donc, ils ont pris aussi cette population de gens et ils ont mesuré donc le pourcentage d'atomes d'apatite dans la tête de ces gens-là. Et donc, les médiums, les voyants, les personnes à capacité, disons, paranormale, eh bien, ont un pourcentage d'atomes d'apatite plus important dans leur glande pinéale. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, c'était un peu pour s'amuser, mais c'était particulier. Imaginez que vous méditiez avec une toute petite apatite posée sur votre front. Tu vois. Et donc, tu imagines que tu inspires à travers ton front l'information de l'apatite pour stimuler ta glande pinéale. Essayez. Hein, mais comment c'est possible qu'elle a les mêmes propriétés qu'un cristal et qu'on a ça à l'intérieur? C'est ce qu'elle émet qui est de l'ordre vibratoire similaire, parce que ça ne peut pas être un cristal qu'on a à l'intérieur de nous. Alors, si tu veux, d'abord dans la construction, tu sais, on parle de troisième œil. Finalement, la glande pinéale, bon, l'avancement des sciences cognitives toujours, a démontré, il y a à peu près une vingtaine d'années maintenant, qu'il y a quelques centaines de millions d'années, eh bien, cet organe a cessé son développement. Mais s'il avait continué à se développer à travers les règnes, vers les règnes des grands singes et puis des êtres humains, eh bien, nous devrions avoir 3 yeux. En tous les cas, elle est calcifiée. Beaucoup d'experts parlent de calcification due à notre mode de vie, entre autres la fluorite. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a une calcification, si tu veux, du développement de la glande pinéale. Mais une fois encore, hein, le cristal peut aider à, si tu veux, à créer une synchronisation des hémisphères cérébraux. Ouais, d'où en posant cette apatite. Mais tu peux poser aussi, par exemple, là, ça c'est une petite topaze bleue. Alors attendez, je la montre mal. Tu vois, c'est comme un petit bouton. Hein, elle est très très là jolie. Là aussi, tu peux la poser mignonne. au niveau du troisième œil. Tu peux la poser. Tu vois, si je la frotte, tu vois, j'ai un magnétisme tellement puissant qu'elle tient sur mon front. Ça fait Guru Patrick. Comment je fais? Mince. Hein. Non, mais vous savez, il faut allier la science, la spiritualité et la plaisanterie. Ouais. Alors, par rapport à ces thérapies, je veux dire, leur intérêt thérapeutique, si tu pouvais résumer comment, au-delà des cristomètres, je veux dire, comment un cristal agit de manière thérapeutique sur nous? Bon, la tradition enseigne, enfin la tradition védique, mais pas seulement védique, hein, même la tradition chamanique, puisque les Cherokees reconnaissent des corps de lumière et reconnaissent l'existence des chakras qu'ils appellent Wheels of Life, hein, les roues de la vie. Nous avons donc des corps d'énergie. L'expérience a démontré depuis toujours, hein, depuis l'origine des médecines chamaniques, que la condition même de notre structure vibratoire, elle est fondamentale pour la préservation de quelque chose qui s'appelle et la santé
et la longévité. Hein, c'est la raison pour laquelle je l'avais expliqué dans un autre livre, hein, les Navajos, eh bien, parlent de Walk in Beauty. Ça, Walk c'était in quel livre? Beauty, la révolution de la médecine vibratoire. Ah oui, tu l'avais mis dedans, d'accord. Voilà. Et donc, si tu veux, Walk in Beauty, marcher sur le chemin de la beauté. Mais comment marcher sur le chemin de la beauté? Alors, eux font quelque chose de différent. Ils créent des peintures sur sable, donc ils créent une onde de forme, une émission, une radiation, et le ou la malade va s'allonger dans cette peinture sur sable. Mais même en étant allé plusieurs fois dans l'immense réserve Navajo dans le sud-ouest américain, il m'a fallu presque 10 ans pour me rendre compte qu'en fait, à travers les champs, les mélopées et dans une structure qui s'appelle le hogan, qui est en adobe, un espèce d'argile, eh bien, le malade, le ou la malade, elle est plongée dans les forces originelles qui ont permis la matérialisation de l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, il replonge la personne au moment du Big Bang. Donc, ce que l'université de l'Arizona à Phoenix a fait en 1986, ils ont créé un département d'études interculturelles entre la médecine conventionnelle et la médecine navajo, parce que des cancéreux qui étaient en phase terminale se sont traînés dans des cérémonies navajo et en sont ressortis guéris. Alors maintenant, quel est le lien entre le cristal et les cérémonies navajo? Ouais, parce que je veux mettre quand même un bémol sur le fait que là, on parle de guérison, on parle de maladie, on parle de cancer. Il faut quand même mettre tout proportion gardée bien sûr, et faire un petit warning, s'il te plaît, c'est important. Bien sûr, absolument, je suis d'accord avec ça. Parce qu'il ne faut pas non plus il faut pas, oui, bien généraliser, c'est dans des conditions très spécifiques que ça s'est fait, avec des connaissances unitaires qui est très différente de la nôtre aussi. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites sur certains cas particuliers, et donc il semble démontrer la validité de certains types de cérémonies. Mais bien sûr, on est d'accord, moi je ne conseillerais jamais de jeter le bébé. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. J'ai toujours dit que la médecine conventionnelle, la médecine moderne, elle avait permis à des tas de gens de continuer à vivre et qui ne seraient plus là aujourd'hui. Mais il y a une médecine alternative, il y a une médecine complémentaire qui permet une conservation de la santé, qui permet une amélioration de certaines conditions, d'avoir moins mal, de moins souffrir, de mieux gérer une pathologie quelconque, et puis de mieux se comprendre entre moi, être humain, et les forces créatrices de l'univers. Donc on pourrait dire que les cristaux sont complémentaires à d'autres formes de thérapie et vont ajouter un complément, vont permettre de mieux gérer peut-être même les traitements, d'accompagner, de quoi? Si tu veux, un cristal, il a vraiment plusieurs fonctions. Hein. Je dirais qu'il est multifonction. C'est-à-dire que si je veux rêver, eh bien, je vais dire à ce cristal, j'aimerais rêver. J'aimerais que tu m'emmenes dans le monde du rêve. Et donc, je vais poser ce cristal où, par exemple, cette petite citrine hein, qui est magnifique. Elle est magnifique. Oui, elle est vraiment très, très belle. Et donc, je vais la mettre sur ma table de nuit. Et donc, il y a une information qui va rentrer dans la structure atomique du cristal et qui va rebondir sur mon activité cérébrale pendant que je dors. Donc, je le dis, la vie, elle est faite d'expériences. Essayez, si ça ne marche pas, forget it, laissez tomber, vous voyez. Mais il y a quand même des choses intéressantes qui sont faites avec le cristal. Par exemple, je dis rêver, avoir des impulsions créatrices, hein. Se sentir mieux dans sa dynamique. Quel est le lien avec les corps d'énergie? Eh bien, ça booste hein, la circulation du prana dans le corps éthérique et dans le corps astral. Ouais. Tu vois, le chi, le ki, le mana, le prana. Hein, donc, selon les cultures, il va y avoir des noms différents, mais c'est cette force universelle. Lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est malade, eh bien, tu es partiellement coupé des forces créatrices de l'univers. Ouais. Et donc, c'est lui quand on est dans la peur, qu'on est dans le stress.
Et une clarté mentale aussi qui nous manque par moments dans ces instants-là. C'est vrai, c'est vrai. Et le cristal est là aussi pour ça, pour cette clarté mentale? Écoute, hein, le cristal, il est clair comme la lumière de la création. Et donc, si tu inspires la beauté de cette clarté originelle, eh bien, la folie mentale se calme peu à peu. Et tu commences à percevoir la beauté qui existe en toute chose, y compris le cristal. Ouais. Tu sais, je suis descendu dans les mines. Hein. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler maintenant, mais on a visité avec ma première traductrice, parce que j'ai plusieurs livres de traduits en portugais brésilien, et on a visité un gros dépôt de minéraux et de cristaux. C'est magnifique, hein. C'est immense, immense. Vous êtes... voilà. Et donc, ma traductrice, elle dit à la femme du président de ce groupe minéralogique, c'est Patrick Drouot, il a écrit des livres, elle dit « Ah, j'ai lu un article sur lui, ma fille a 11 ans, elle est obèse, on a tout essayé, on est même allé à Miami parce que les Brésiliens un peu fortunés eh bien, vont se faire soigner à Miami et pas à Rio parce que voilà, et donc il n'y a rien. Est-ce que vous êtes disponible? Alors moi je dis, on habite à 5 minutes de voiture. Alors la traductrice me dit, vas-y, vas-y, quoi. Donc voilà, on arrive dans une superbe maison et je vois une enfant. Elle était obèse, quoi. Elle était pas forte, elle était énorme. Donc je prends un cristal et donc je fais, j'ai pas là, mais je fais comme une incision, tu vois, dans son corps d'énergie. Elle était comme cuirassée, quoi. Donc j'ouvre et je dis, tu vas respirer un peu l'énergie, la beauté de ce cristal. J'avais emmené un cristal avec moi. Écoute, 3 semaines après, elle avait perdu 12 à 15 kilos et à l'âge de 18 ans, elle est devenue mannequin. Donc, on est devenus amis avec cette famille, hein, et donc là, j'ai pu descendre dans les mines d'améthyste, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les avec mines cette jeune fille? d'émeraude. Est-ce que tu l'utilises, le cristal? Oui. J'ai fait un soin avec toi, je le sais, je l'ai vu, je t'ai vu. Oui, je prends, enfin là j'ai pas mes petits lasers, mais si tu veux, tu ouvres, si tu veux, c'est comme si il n'y avait plus rien qui circulait, elle était engoncée dans quelque chose, tu sais, elle était comme prisonnière de quelque chose. Et donc en fait, même en mangeant une feuille de salade, elle prenait 300 grammes. Mais je veux dire, ça, on ne peut pas le faire chez soi, seul. Non, mais ou quelqu'un qui a... Si tu veux... Comment interpréter, je veux dire, ça... Écoute, j'ai eu des cas extrêmes, donc qui semblent démontrer que le travail sur les corps d'énergie a une influence fondamentale sur la manière dont nous pensons, la manière dont nous réfléchissons, la manière dont nous nous comportons, et puis aussi la manière dont nous avançons d'une manière souple dans notre existence. Maintenant, si ton prana est trop épais, si ton prana circule mal et ralenti, à ce moment-là, ton éthérique, pour utiliser ce terme, il se flétrit. Et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est fatigué, qui est mal foutu, qui est malade, qui ceci, qui cela, etc., etc., etc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, et dans la tradition chamanique originelle, c'est quelqu'un qui est coupé des forces créatrices de l'univers. Et donc le lien entre nos corps d'énergie, c'est-à-dire notre structure hybride, physique et vibratoire, eh bien, c'est le cristal qui va établir le lien. Parce que pourquoi? Eh bien, une fois encore, je me réfère à la tradition chamanique parce que voilà, dans mes années américaines, je suis allé un certain nombre de fois et j'ai 2 frères Lakota. Enfin, un Lakota et un Kiowa Ponca. Donc, à travers mes 2 frères, j'ai pu rentrer dans des cérémonies particulières. Donc, si tu veux, dans la tradition chamanique originelle, ils expliquent que lorsqu'un être humain est coupé des forces créatrices de l'univers, eh bien son énergie se flétrit. Maintenant,
que dit la tradition chamanique originelle, c'est que les enseignants du monde végétal ont été le minéral. Le minéral, qui est le premier règne, a enseigné au monde végétal, le monde végétal a enseigné au monde animal, et donc les quelques rares anciens qui n'étaient pas encore trop touchés par, on va dire, la culture occidentale, ils insistaient pour dire que les premiers enseignants de la race humaine ont été les animaux. Et ce sont eux qui ont aidé l'humain à survivre dans un monde qui parfois était hostile. Donc tu as minéral, végétal, animal, humain, et puis ensuite surhumain, angélique. Si tu peux juste résumer pourquoi justement notre structure énergétique est impactée, pourquoi nous sommes impactés, qu'est-ce qui fait qu'il y a un impact et que ce chi-là ne circule pas bien? Quelles sont les causes majeures pour toi? Oh, il peut y avoir différentes causes. Enfin, les deux grandes causes, c'est premièrement le syndrome transgénérationnel. Il y a des choses qui circulent de famille en famille. Que l'on cumule, tu veux dire, ou qui continuent de nous bloquer, qui continuent. C'est-à-dire que si quelqu'un d'une lignée qui est impactée se rend compte de ce qui se passe, eh bien, on va dire, cette influence, elle stoppe. Je peux donner un exemple extrêmement rapide qui ne m'appartient pas, qui appartient à ma femme. On était à Tahiti, elle a rencontré un officier des douanes, une dame, et elle dit ma fille est enceinte et on sait que c'est un garçon. Le problème, c'est que à chaque garçon qui naît dans notre famille, le conjoint s'en va et emmène le garçon vers l'âge de 2-3 ans. Donc ça m'est arrivé à moi, c'est arrivé à ma mère, c'est arrivé à ma grand-mère, c'est arrivé à mon arrière-grand-mère, etc., etc. Et Liliane, elle fait sa lecture, elle prend, tu sais, ta main, c'est un détecteur, tu vois. Il y a ce qu'on appelle les cellules de Pacini, qui ont été découvertes il y a une vingtaine d'années maintenant, et donc tu peux ressentir des variations jusqu'à 400 Hertz. Donc ta main, si tu veux, elle peut sentir l'épaisseur de la zone dense du corps éthérique, et à ce moment-là, tu commences à avoir des informations, des images, bref, si tu veux, tu commences à voir ce qui se passe dans l'arrière-plan de la structure de quelqu'un. Bref, si tu veux, et donc Liliane, elle dit « Oh, j'ai l'angliche. » Alors l'autre, elle dit « Ah ben je sais ce que c'est. À la 4e génération, il y a eu un marin anglais qui est venu. Il était avec la grand-mère de mon arrière-grand-mère. Il est parti en mer, elle était enceinte, et quand il est revenu, le bébé avait 3 ans, et il est parti avec le petit garçon. » Et donc, en fait, elles ont compris que ce n'était pas l'homme qui partait, c'était la femme qui devenait tellement émotionnelle, démentielle, qu'elle poussait le conjoint dehors, quoi. Mais donc, cette dame, elle avait dit, si je comprends, ça s'arrête. Eh bien, ça s'est arrêté avec elle parce que sa fille, elle a eu un garçon, il a eu 3 ans, il a eu 5 ans, ça me rappelle, etc., sur l'île de la Réunion, là j'en reviens tout juste, et un couple vient me voir, me reconnaît et vient me voir et me dit, ça fait 9 tentatives qu'on a pour essayer d'avoir un enfant, on n'y arrive pas. Toute notre famille vit la même chose. Et ça a été même jusqu'à une des sœurs qui a réussi enfin à avoir un enfant, et le bébé est décédé au bout d'1 semaine. Ouais. Alors là, si tu veux, il faut... transgénérationnel aussi. Alors ça peut aussi être karmique. Ça peut aussi être karmique. Tu comprends? Karmique et qui touche toute la famille. C'est-à-dire, oui, absolument. Toutes les femmes de la famille sont dans le même cas. Absolument. Ça peut être un lien karmique de tous ces gens-là. Donc c'est le deuxième facteur que tu disais, c'est ça. C'est soit karmique, soit transgénérationnel pour toi. Quand un réseau, on va dire, karmique, qui généralement se trouve dans l'astral, reste dans l'astral, il y a très peu d'influence dans cette vie. Ce sont des choses... ça fait 40 ans que je travaille sur ces phénomènes. Donc au début, tu es dans l'incompréhension et peu à peu, tu vas construire une méthodologie de travail qui va te permettre de dire « Ah, là, je crois que je suis bon. » Et donc, si tu veux, si cette information... On va prendre un cas très simple, quelqu'un qui a été guillotiné
durant la Révolution française. Si cette information, elle reste dans l'astral, il va rien se passer. La personne, elle va faire ça de temps en temps, comme un tic. Mais si l'information, à travers des circonstances qu'on a bien identifiées, c'est-à-dire les lieux, les gens, les moments, eh bien, cette information, elle descend. Tu sais, c'est de la physique quantique. Hein. Elle descend d'une couche d'énergie, entre guillemets, astrale, vers la couche d'énergie, entre guillemets, éthérique. Et si elle descend, si l'information descend dans l'éthérique, à ce moment-là, elle va s'inscrire au niveau physique. Tu sais, l'histoire de l'enfant, bon, maintenant je consulte plus parce que malheureusement j'ai plus le temps, mais j'avais une femme qui voulait pas d'enfant. Parce que sa mère lui avait dit oh, tu sais, la vie elle est moche, faut pas avoir d'enfant. Donc elle a eu un programme maternel. En plus, elle a eu 2 déceptions amoureuses quand elle avait 18 ans et 25-26 ans. Et donc, un enfant, c'était hors de question. À l'âge de 30 ans, elle rencontre un homme avec qui elle se marie. Elle est heureuse. Au bout de 3-4 ans, j'aimerais bien avoir un enfant. Hein, parce que bon, voilà. Sauf que il n'y a rien, quoi. Et donc, elle était venue en consultation à l'époque. Et donc, l'imprégnation mémorielle de l'interdiction d'avoir des enfants qui représentent un danger dans l'évolution du monde actuel l'empêchait de... Bon, enfin bref, hein, elle a eu un bébé, elle en a eu un deuxième, maintenant, je crois, ils ont une quinzaine d'années, les enfants, tu vois. Donc, quelque part, pour revenir aux cristaux, un cristal va émettre une onde de forme, une radiation. C'est-à-dire que ton éthérique va monter en fréquence. Hein, il va monter un peu plus haut, tu vois. Lorsque tu vas sur un lieu chargé, un lieu cosmotellurique, eh bien, ton éthérique va monter en fréquence. Mais si ton éthérique monte en fréquence, et si tu arrives à un niveau, on va dire, de fréquence liée au bien-être, à la créativité, à la santé, à la stabilité, à la bienveillance, à l'amour, eh bien, tu as des réseaux mémoriels parasites comme du beurre sur une plaque chaude, eh bien, elles fondent. Tu vois. Alors, une fois encore, je répète, hein, on ne peut pas tout faire, mais sincèrement, le cristal a aidé beaucoup de personnes. Et ils ont chacun leurs objets, enfin ils ont chacun leur mission, on va dire. Alors si tu veux... Parce que tu les décris là, tu les montres, tu montres les oui, différents oui, oui. Alors cristaux. j'ai trouvé 7 cristomètres, hein, 7 familles. Hein. Alors dans les années du tout début au Brésil, quand j'ai vu des cristaux comme ça, celui-ci ou celui-là, je me disais, oh ben ils ont dû les meuler. Ben, c'est ça. Hein, ils les meulent. Ben, oui. Sauf qu'en descendant dans les mines, eh bien non. La structure atomique d'un cristal fait que l'apex, hein, c'est-à-dire la pointe, eh bien elle a une certaine forme. Donc, en réfléchissant... Rien que ça, c'est fascinant. Mais oui, avec les traditions, avec l'onde de forme générée par les cristaux, il va y avoir, par exemple, des gardiens de la Terre. Alors, un gardien de la Terre, bon, lui, enfin, je vais prendre cet exemple, c'est un canal archiviste. Alors, il est un peu petit, mais il booste bien, tu vois. Et donc, il a 2 petits triangles de chaque côté. Que dit la tradition, c'est que les canaux archivistes étaient les 4 piliers des temples atlantes. Et donc, en fait, ils emmagasinent une information qui provient du passé, mais aussi du futur. Ils sont intemporels ? Ils sont intemporels. Tu vas avoir les gardiens du temps. Alors moi, j'adore les gardiens du temps. J'en ai un. Il a, si tu veux, c'est un parallélogramme. Alors, j'en ai pas amené un là, mais ce parallélogramme, il est typique des gardiens du temps. C'est-à-dire, pourquoi, cher Lilou et cher tout le monde, pourquoi vieillissons-nous ? Est-ce que vous voulez toi, on n'a pas l'impression que... ralentir? Vous savez en quelle année il est né, Patrick? En 45. Ouais. En 45. 1845. 1845, vous imaginez?
Non mais, ouais, c'est vrai, c'est C'est vrai. fou, tu les fais pas tes 80 ans. Non, c'est voilà. T'as pas l'énergie C'est non parce plus de que quelqu'un de 80 ans. because I'm a crystal. Tu vois? Ah, c'est un cristal. Et oui. Non, pourquoi vieillissons-nous finalement? Ouais. Eh bien, tout simplement. Tu sais, j'ai voilà, bon, voilà, pour expliquer, j'ai une thèse de 3e cycle sur la nature du temps. C'est-à-dire que depuis que je suis enfant, je suis interpellé par le temps. Ouais. Parce que finalement, la science moderne a des explications sur ce qu'est le temps, mais au niveau philosophique et spirituel, on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc même, si tu veux, les scientifiques avant-gardistes se posent la question, est-ce que nous vieillissons parce que nous nous déplaçons de notre naissance vers notre finalité, ou est-ce que nous sommes fixes dans un flux temporel qui nous traverse? Donc, mon autre cerveau s'est dit... Il envoie que des bombes là dans la vidéo. Est-ce qu'on pourrait ralentir le temps? Ouais. Est-ce qu'on pourrait stopper le temps? Alors, je veux donner aussi une information à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Vous allez sur un lieu, on va dire cosmotellurique, hein, c'est-à-dire un site mégalithique, une clairière consacrée, un calvaire... bref, si tu veux, un vortex endroit... aussi comme à Sedona. Voilà, Sedona. Sedona, si Attends, vous on allez... dévie pas. Ouais, vas-y, dis quand même. J'ai dit quand même. Tu sais que sous Sedona, je suis allé à Boynton Canyon. À Sedona, eh bien, cette ville artistique qui est dans un comté qu'on appelle Red Rock County, hein, le comté du Rocher Rouge, eh bien, est construite sur les ruines vibratoires d'une ancienne cité lémurienne. C'est ce que dit la tradition. Hein. Quel endroit? On ferme la parenthèse, mais ça serait bien qu'on se retrouve à Sedona. Il y aurait un truc faire un incroyable à, Sedona, à expliquer. Tous les deux, là. Je peux raconter. Allez, on y va. Vous allez voir. On peut pas parce que si tu veux une connaissance quelconque, elle doit s'articuler aussi sur les grands mythes de l'humanité. Parce que ce sont les mythes qui ont construit l'histoire et pas l'inverse. Donc, il y a à peu près 20-25 000 ans, il va y avoir des navigateurs qui vont traverser tout le Pacifique Sud. Ils vont arriver sur les côtes du Pérou et donc au fur et à mesure des milliers d'années, ils vont remonter vers le nord. Pendant ce temps-là, les chasseurs sibériens, avec tout le peuple, eh bien, vont quitter donc l'est sibérien, vont traverser le détroit de Bering, qui était donc gelé à l'époque, solidifié, vont descendre le Grand Nord américain, et donc la tradition dit qu'il y a 20 000 ans, eh bien, les chamans du Pacifique Sud et les chamans sibériens ont fait leur première cérémonie à Sedona, dans un canyon qui s'appelle Boynton Canyon. Tu me dis ça, j'ai l'impression d'être un cristal qui vibre comme ça, quoi. J'adore. Tu vois. Excellent. Donc, on revient, si tu veux, à ces cristomètres. Hein. C'est-à-dire que je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais ralentir le temps? Tu sais, ralentir, voilà. Lorsque tu vas sur un site cérémoniel, justement, c'est là où on a dévié sur Sedona, eh bien, c'est pas uniquement parce que l'énergie est élevée, parce qu'il y a une fréquence, etc., c'est parce que le temps se modifie. Et parce que le temps se modifie, parce que notre structure physique n'est plus traversée par le flux temporel linéaire de la même manière que tu vas avoir des phénomènes, si tu veux, par exemple, de vision, de bien-être, de changement émotionnel. Mais ça, je le vois avec les dauphins, tu vois, au contact des dauphins, c'est un peu une parenthèse aussi qu'on est en train d'ouvrir, mais tu vois, avec les dauphins, là, j'en reviens de l'île de la Réunion, ils étaient là. J'étais dans une autre dimension, quoi. Il y a pas, tu sais, l'espace-temps s'arrête, tu sais plus, quoi. Tu étais avec eux et il y a quelque chose, ils sont là partout, ils sont omniprésents, tu vis quelque chose de, là aussi, tu vois, de très multidimensionnel. J'ai une histoire incroyable, hein. Donc on dévie sur les dauphins 2 minutes. Allez, on y va. Parce que ça va avec les cristaux, tu vois. Mais oui, tu sais, tout ça, ça fait partie d'une immense famille, hein, on va dire, universelle, stellaire,
cosmique. Et donc c'est vrai que dans la création, nous sommes les petits derniers. Hein, c'est la tradition chamanique qui dit, mais l'être humain, c'est le petit dernier de tous les règnes. Donc, bon, tu sais que j'ai mis au point un son que j'ai appelé cardiosmose, qui reproduit fidèlement un signal cardiaque qui s'appelle le taux de variabilité cardiaque. Et donc ce son, si tu veux, génère des phénomènes de bien-être, de mieux-être, de créativité, etc. Alors c'est vrai, j'en suis fier, parce que c'est une création qui remonte à 20 ans, mais il y a plus de 100 000 personnes qui utilisent le son que j'ai créé sur une vingtaine de nationalités. Donc j'ai plein de retours. Mais j'ai eu en formation une soigneuse de dauphins. On peut en parler parce que le Marineland de Nice, il a fermé maintenant, mais elle a travaillé pendant 15 ans au Marineland de Nice. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voyait les dauphins tous les jours. Et donc elle a eu l'idée de faire écouter le son que j'avais créé aux dauphins. Parce qu'ils avaient une dauphine qui s'appelait Joséphine et qui était en dépression nerveuse. Et donc, dans les petits bassins comme ça aussi, je comprends, c'est pas trop... Donc cette femme, qui est une Hollandaise, elle m'expliquait comment les deux autres dauphins, elles se collaient contre Joséphine pour l'aider. Et quand le son, si tu veux, quand ils ont entendu le son que j'avais créé, ils sont sortis à la verticale avec la nageoire caudale. Et donc, on a eu un projet qui n'a pas abouti. C'était de mettre des enceintes sous-marines et tous les spectateurs, de les mettre en cohérence cardiaque sur la cohérence cardiaque des dauphins. Oh là là. Alors, on l'a fait à distance. Et donc, on a mis aussi l'information des dauphins dans un cristal. Comment tu fais ça? Comme l'eau? Tu reprogrammes, tu programmes comme de l'eau? Tu en as parlé tout à l'heure, that power of intention, Yeah. la Pouvoir de puissance l'intention. de l'intention, tu vois. Donc, par exemple, ça, si tu veux, c'est une, tu vois, c'est une citrine, mais dans la classification que j'avais créée, c'est un Isis. Pourquoi? Parce qu'il y a le pentagone. Tu vois, il y a une face où il y a cinq arêtes. Et donc, les Isis, eh bien, favorisent les rêves, ralentissent, pacifient les douleurs féminines, etc., etc. Donc, ce cristal Isis citrine, je peux aussi en faire un cristal dauphin, tu vois. Et donc, je vais... Tu sais, j'ai eu une expérience... Tu connais The Monroe Institute? Oui. Et tu en parles souvent, tu es passé par là. Ah oui, alors, si tu veux, j'ai été cobaye chez eux parce que Carrément. ils avaient... Oui, on m'a mis des électrodes dans la tête, j'en ai parlé dans mon 3e livre, et donc on m'a mis 12 électrodes et on a découpé mon cerveau en tranches, tu vois, pour voir comment mon cerveau fonctionnait quand j'avais ces flashs, ces éclairs de surlucidité. Et en fait, la femme sur qui je travaillais, entre guillemets, elle était à peu près à 1000 km à la frontière canadienne. Et donc, j'ai imaginé que je montais un escalier de lumière, qu'elle était en lumière, si tu veux, tu vois, au sommet de cet escalier de lumière, et là tu fais ton scan, quoi. Hein. Et donc, si tu veux, dans une des expériences, j'étais en train de flotter dans un univers ouvert, clair, infini. Et donc, dans leur, si tu veux, dans leurs études, j'étais théoriquement en focus 40 ou quelque chose comme ça. Et tout à coup, qu'est-ce que je vois? Un dauphin. Et donc, tu sais, je ne sais pas si on peut dire télépathiquement, parce que bon, hein, mais ce sont des choses que j'ai vécues, je ne peux pas raconter autre chose. J'ai dit, alors bien sûr, ça se passe aux États-Unis, donc on parle télépathiquement en anglais, mais voilà, ouais. What the heck are you doing here? Hein? Mais bon sang, qu'est-ce que tu fais ici, quoi? Et le dauphin me dit, c'est à ce niveau que nous évoluons, quoi. Et voilà. Donc, quelque part, le minéral, eh bien, c'est aussi un lien. Donc, je reviens à mon histoire du ralentissement du temps. Comment ralentir le temps? Et donc, c'est là où les cryptominérales
ont commencé à surgir. Alors, Attends, les cryptes minérales, tu vas nous expliquer ce que c'est, parce que c'est quand même des structures, c'est plusieurs cristaux qui sont assemblés, on va dire, ensemble d'une certaine façon. Exactement. Qui vont vibrer d'une certaine façon. Exactement. On est d'accord que pour avoir cette relation au temps, cela dit, il n'y a pas forcément besoin de cristaux. Je veux dire, avant même de rentrer dans les cryptes minérales, parce que moi, ça m'arrive souvent de dire, je vais arriver parfaitement à l'heure. Quand je sens que ça me stresse, et c'est comme si les choses, les éléments de la vie commençaient à se positionner différemment. Et en effet, j'arrive parfaitement à l'heure. Mais pas le parfait terrestre, un parfait, tu vois, où les choses se réalignent pour les que... choses, Donc on est d'accord que déjà, il y a des choses à faire. Enfin, notre relation au temps peut être modifiée par notre intention, par notre co-création avec. Et ensuite, tu dis que ces cryptes minérales sont là pour encore plus rentrer dans un espace-temps, on va dire, qui est différent. Écoute... Afin de... Alors, si tu veux, dans la tradition, parce que bon, il faut rembobiner un petit peu, dans la tradition védique, le temps se construit au niveau astral, physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, atmique. Ce sont vraiment les 7 mondes ou les 7 corps de la tradition védique, tout du moins, et ce sont les appellations de l'école de Yogananda. Maintenant, cette appellation, on va la trouver sous des formes différentes en Égypte, en Grèce, et chez des populations, des peuples premiers. Mais, si tu veux, le temps n'existe plus au-delà de l'astral. J'ai eu des contacts avec des formes d'intelligence, et donc vous faites quoi? Alors nous sommes We are the dwellers of time. Alors moi j'ai traduit en français, c'est pas exact, dweller, mais les veilleurs du temps. Alors je dis, à quoi servez-vous? Et donc il dit, nous maintenons l'illusion que le temps existe, parce que si le temps n'existait pas, vous ne pourriez pas vous maintenir dans la 3e dimension. D'accord? Alors, il se passe du temps, il se passe des années, c'est des choses furtives qui viennent, qui partent, tu as des informations, tu ne sais pas trop quoi faire. Et donc, ces veilleurs du temps, je les capte de temps en temps. Mais au lieu de dire frères et sœurs de la Terre, vous ne vous aimez pas assez fort, je dis parlez-moi un langage scientifique. Parlez-moi un langage scientifique. Vous avez dû traverser des périodes en des temps immémoriaux qui n'étaient pas évidents, comment est-ce que vous avez fait? Et donc, je fais une bronchopneumonie, on est en décembre 2008, je me traîne à l'ordinateur, ma femme me dit viens te coucher, je ne peux pas parce que j'ai quelque chose qui m'habite, et donc dans un espèce de flou sur l'ordi, je vois une espèce d'armature comme un cartouche égyptien avec des cristaux. Et j'entends, c'est une crypte minérale, ça ralentit le temps. Et donc, j'ai commencé à... Et là, tu photographies le placement des cristaux. J'ai commencé à tâtonner. Oui, j'ai commencé à tâtonner. Si tu veux, par exemple, je savais qu'il y avait un cristal maître, il y avait 7 petits cristaux qui étaient totalement translucides, et ensuite les 70 cristaux. Mais tu comprends, il me fallait des liens avec les traditions. Tu sais, l'univers... Parce que ça sort d'où? Ça sort pas du chapeau. Exactement. L'univers, si tu veux, c'est pas construit n'importe comment. Donc, quand je construis quelque chose, il me fallait un apport, si tu veux, de la tradition planétaire. Donc, si tu veux, des années plus tard, la couronne étincelante qui fait 7 cristaux, si tu veux, à peu près de cette taille, qui sont disposés autour de la tête. Un jour, je tombe sur l'épouse divine de Thoth, qui est Séchat. Séchat, elle a 7 étoiles autour de la tête. Je dis, c'est ma couronne étincelante. Parce que tu sais, est-ce que tu sais que tu parles le sanskrit? Non. D'accord. Mandala est un terme sanskrit. Oui, yoni aussi dans ces cas-là. Exactement. Oui, mais alors pour faire toute une phrase compréhensible, donc, au lieu de dire je mets un mandala autour de la tête des gens, j'ai dit je mets une couronne étincelante. Donc cette couronne étincelante, il a fallu aussi tâtonner pour qu'elle se mette bien en route. Donc on met la première que j'ai appelée Polaris, parce que l'étoile polaire,
un axe important du temps où les instruments de navigation n'existaient pas. Donc, les Polynésiens, par exemple, se repéraient à travers l'étoile polaire, puis d'autres navigateurs. Et ensuite, tu mets la deuxième à l'oreille droite, la troisième à l'oreille gauche, et ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, ton montage, il est fait. Maintenant, l'armature, c'est pareil, 70 cristaux. 70 cristaux. Alors des petits, tu vois, des petits cristaux comme ça, tu vois, ça fait comme une espèce de grille, tu vois, qui t'entoure, quoi. Hein. Et donc je me suis dit, 70, ça correspond à rien. En numérologie, ça correspond à rien. 108, ça aurait été pas mal. 72, avec les 72 anges de la Kabbale, avec les 72 barreaux de l'échelle de Jacob, etc. 49 aussi pour les 49 jours du bardo. Tu vois, j'ai vraiment tâtonné, mais l'énergie n'était pas bonne, quoi. Jusqu'au moment, si tu veux, mais il s'est passé 2-3 ans, où je me suis dit, mais bien sûr, on ne peut pas entrer là-dedans n'importe comment, il faut une porte d'entrée et une porte de sortie. Et les deux cristaux qui sont la porte d'entrée et la porte de sortie que tu ouvres, eh bien, elles ont valeur 2. C'est-à-dire que tu as 70 cristaux physiques, mais tu en as bien 72 symboliques. Les autres me disaient 72, 72, 72. Mais non, mais 70, 70, 70. Et tu dis porte d'entrée, donc comment l'énergie circule alors, et comment ça se met en connexion avec l'univers? Alors justement, là aussi, j'ai réfléchi sur la manière donc de construire. Et donc, tu vas partir de ce que j'appelle la porte de l'Est, c'est-à-dire quand la personne est allongée. Alors je donne l'exemple très simple. Imaginez que vous soyez allongé sur la carte de France, ou n'importe quel pays, mais on va prendre la France. Eh bien, tu as donc Lille en haut, Marseille en bas, Brest à ta droite et Strasbourg à ta gauche. Tu vois, le soleil se couche à l'ouest, donc je vais rentrer du côté droit parce que je rentre du côté du soleil couchant, c'est-à-dire la nuit, et je sors à gauche avec le soleil levant. Okay. Et donc chez les Algonquins des forêts canadiennes, eh bien le soleil, la direction du soleil levant, c'est la direction des visions. Tu rentres par la nuit, tu sors par le jour. Mais il a fallu à peu près 4 à 5 ans pour que le truc y tienne bien, quoi. Et donc, quand tu es, si tu veux, dans cette arche minérale, que j'ai appelée une crypte minérale, eh bien, le temps ne s'écoule plus de la même manière. Et à partir du moment où le temps ne s'écoule plus de la même manière, tu comprends bien que tu rentres dans une modification de ton état de conscience. Et là, tu peux faire des tas de trucs. Donc, je propose aux gens de se mettre en cohérence cardiaque. Mais tu restes combien de temps dans cet espace? Alors, si tu veux, là aussi, il faut rester 20 minutes, une demi-heure. Il y a des gens qui se sont endormis, ils ont été 2-3 heures. Mais si tu restes vaguement éveillé, au bout de 40-45 minutes, tu as un phénomène de ras-le-bol, quoi. Mais par exemple, j'ai eu des photos, justement, de gens dont les chats ou les chiens se sont allongés dans la crypte que les gens ont construit chez eux, quoi. C'est ça. Tu vois. Donc tu conseilles que des personnes peuvent construire d'elles-mêmes parce que là tu donnes beaucoup d'indices, beaucoup d'informations. Mais... Alors si tu veux, oui, voilà, j'ai aussi hésité. Je me suis dit bon, mais il faut qu'il y ait un ordre de travail, tu comprends? On peut pas dire ah tiens, je vais faire ça parce que je sens ça comme ça. Ouais. Tu vois quoi, Non, il y a un ordre de montage. Il faut une certaine forme de conscience. Et puis, tu sais, l'univers, il n'a pas été construit n'importe comment. Et donc, ce que nous faisons ne doit pas être fait n'importe comment. Il faut s'articuler sur des anciennes connaissances, sur des mythes, des murmures qui proviennent d'un passé très ancien. Tu vois, de l'univers, du monde stellaire.
Parce que bien sûr, dans les années du début, j'ai eu des magnétiseurs, j'ai eu des médiums, j'ai eu des gens qui pendulaient. Donc pour moi, c'était aussi des gens extrêmement précieux, parce que c'est à partir de là qu'on peut commencer à construire une méthodologie peu à peu, tu vois. Qu'est-ce que tu sens, etc. Tu sais, à un moment donné, mais là c'est dans les étapes un peu plus avancées, une crypte minérale, eh bien ça devient comme Avatar. C'est-à-dire que tu pilotes un navire. Tu pilotes un navire et tu traverses des dimensions, quoi. Mais ça me rappelle les conversations que j'ai eues avec Dronvalo Melchizedek du côté de Sedona, justement. Mais il parlait de la Merkaba. Exactement, exactement. Pour naviguer. Mais c'est le même principe que la Merkaba. C'est le même principe. À un moment donné, eh bien, tu navigues. Ce sont les phases avancées de la crypte minérale. Moi, je trouve ça remarquable. J'espère que tu nous écriras les pouvoirs secrets de la crypte minérale, même si ça fait partie de ce livre-là, des cristomètres, n'est-ce pas, puisque tu en parles là-dedans. Et on va mettre tout ça, et tu montres des exemples d'ailleurs. Oui. Alors, crypte, et bien sûr, tu n'as pas pu tout mettre là, mais c'est déjà un livre qui est dans son information, qui permet d'aller plus loin sur le sujet des cristaux, beaucoup plus loin que n'importe quel autre livre qui est sorti, je trouve. Voilà, c'était, si tu veux, c'était un peu le questionnement que j'ai eu. Je me suis dit, mais il y a déjà de très beaux livres qui ont été écrits. Il est beau en plus, ton livre. Ah, il est magnifique, hein, la couverture. Daniel, il a mis le paquet là. Ah, écoute, hein, je suis ravi. Hein, voilà. Merci à mon éditeur Guy Daniel. Ah ouais, voilà. Là, magnifique. Ah. Et donc oui, tu disais, je t'ai coupé, mais... Il y a eu d'autres livres décrits sur ces sujets. Oui, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter de plus par rapport à d'autres livres qui ont été écrits, qui ont été très bien écrits, qui parlent du pouvoir des minéraux, de la radiation émise par les pierres, par le quartz, etc., etc. Et je me suis dit non, je peux encore apporter des choses complémentaires. Parce que c'est vrai. L'histoire a commencé, bon ça je le raconte un peu dans le livre, mais en 1984, j'ai eu une expérience intense en Atlantide. Et donc j'ai décrit un certain nombre de choses. Mais ce qui est intéressant dans une expérience de vie antérieure, c'est de savoir si vous pouvez refaire au temps présent ce que vous vous êtes vu faire dans le passé. Et est-ce qu'il faut le refaire ? Dans certains cas, c'est intéressant, c'est vraiment un plus. Tu savais que tu avais à la réamener là. Oui. Tu vois ? Oui. Parce que c'est pas toujours le cas. Hein. Mais ça a créé la perte d'Atlantide aussi, hein, tout ça. Ah, ça c'est l'histoire de la manipulation. Et là, tu touches à un point important. C'est la raison pour laquelle pendant des années, j'en ai pas parlé. Pendant des années, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé. J'ai commencé vraiment à parler du cristal vers 1995, c'est-à-dire 11 ans après l'expérience. Et là, ce livre sort en 2025. Là, tu penses que c'est vraiment le moment pour conclure cette interview de propager cette information? Oui, je pense qu'elle ne peut pas être faussement manipulée. Malencontreusement. Méthodiquement. Tu sais, c'est le problème. J'ai essayé Tu sais, il y a quelque chose de fondamental dans n'importe quelle pratique, hein, y compris dans la pratique ou dans les pratiques spirituelles, ça s'appelle l'éthique. Tu vois. Et donc, je dis aussi, ce que nous le faisons non seulement pour nous ou pour moi, mais pour le bien de tous les êtres et pour la conservation de la vie sous toutes ses formes dans l'univers. Ça, tu commences à chaque fois par ça. Ah, écoute, Très bien. Tu sais, j'ai pas fait beaucoup j'ai fait 4 ans de médecine tibétaine, mais 20 ans de Kriya Yoga. Et donc, c'est le bouddhisme, si tu veux, que j'ai fait le moins finalement, mais lui m'a fortement interpellé avec l'enseignement du Bouddha. Et puis, j'ai aussi eu un maître qui était remarquable, qui est l'ancien médecin du Dalai Lama, qui est le docteur Yeshi Donden. Yeshi Donden, il est décédé en 1997 par là, il n'y a pas longtemps, tu vois, mais il a fui avec sa sainteté en 1959 le Tibet. Et donc en 1987, il commençait à prendre de l'âge, il a créé le centre d'études de médecine tibétaine à Dharamsala. Et donc je suis allé à Dharamsala un certain nombre de fois.
Et donc j'ai rencontré donc Yeshi Donden, qui était aussi bien un médecin qu'un lama de haut rang, tu vois. Et donc tu sais, comme on dirait un évêque ou un archevêque chez nous, mais qui est aussi médecin, tu vois, ou un médecin qui est aussi évêque, tu vois. Et lui, écoute, j'ai vu des choses qui sortent du commun. Je peux raconter 2 secondes? Ben, on est sur la fin de cette interview. Disons qu'après, il n'y a plus de... Moi, j'ai trop envie de continuer. Hein. Est-ce qu'on a encore, Rémi, on a encore 1 minute ou 2? Allez, 1 minute Allez. ou 2. Non, mais je vais juste pour vous expliquer que ce qu'on appelle le paranormal, c'est quelque chose qui existe, mais que la science n'a pas encore expliqué. Donc un jour, je vois le docteur Donden en train de prendre les 6 poux. Donc ils savent prendre 6 poux, c'est-à-dire que les 3 doigts, chaque doigt est capable de mesurer 2 poux. Donc il y a 6 poux. Et donc le traducteur, qui était un médecin de Calcutta, qui était un Tibétain, qui parlait anglais, me dit: le docteur, il est en train de tester le mari de la dame qui est à 80 km. Ah, j'ai dit: ah bon? Alors il me dit, eh bien, le mari a été blessé par une balle à la colonne vertébrale, il est paralysé. Et donc je lui dis: mais il peut prendre le diagnostic à distance? Il dit oui, à travers l'un des membres d'une famille, il peut prendre l'état de santé de l'ensemble des familles. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu faire venir le docteur Donden en France en 1994 ou 95, et donc il y avait 160 personnes. Mais il y avait une 60aine de médecins, donc il a fait des diagnostics, je l'ai vu travailler. Donc tu comprends, quelqu'un qui prend l'état de santé d'une famille entière ou d'un homme qui est à 80 km, ce sont des choses que nous avons peu à peu perdues, mais qui existent encore dans le monde d'aujourd'hui, y compris la science véritable des cristomètres. Merci, Patrick. Merci pour ce délicieux moment passé ensemble. You got it. I hope so. Ah merci, cher co-créateur. Voici le tout dernier livre de Patrick, Les pouvoirs secrets des cristomètres, aux éditions de Daniel. Merci beaucoup. Hein. On vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager cette interview ou procurer ce livre. Très riche en enseignements. Merci, gros bisous et à bientôt.